Bonjour, mes chers citoyens, bonjour, euh, honorables concitoyennes. Toutes mes excuses pour le retard accumulé, quelques soucis informatiques, ayant fait l'objet de ce retard. Alors, je tenais à vous parler d'un projet, celui que, après consultation, nous avons baptisé le projet Diaspora panafricaine Kimpa Vita. Mais avant, recevez mes sincères salutations pour tous ceux qui sont en deuil, mes sincères condoléances. Pour tous ceux qui subissent des sévices de toutes les façons, de toutes les sortes, sincèrement, tous mes regrets. Je viens ici envers vous pour vous partager un idéal, un projet, une mission que nous devons traiter tous ensemble en fait. Nous devons traiter de ce projet tous ensemble. Moi, je vous donne les prémices. Cela se fera en 3 étapes. La première étape, bonjour ma chère Ida, bonjour ma chère sœur Esperancia Chislo, avec qui je dois parler un petit peu tout à l'heure. La raison pour laquelle je convoque cette... Shalom ma sœur Ida. La raison pour laquelle je convoque cet auditoire aujourd'hui, c'est tout simplement en fonction de tout ce qui se passe dans le monde et que nous ne pourrons plus supporter. C'est quand même regrettable qu'à notre époque, qu'il y ait encore l'esclavage qui est pratiqué dans certains pays, dont la Libye. C'est vraiment incroyable, mais nous allons décrier cette situation tous ensemble. Mais avant, bienvenue Ludovic, merci d'être là. Serge, merci d'être là. Serge Mambélé, merci beaucoup. Je souhaite présenter mes sincères salutations à plusieurs personnes issues de la diaspora qui, par leur courage, ont brillé par la détermination, la vocation et l'objectivité de leur combat. Je commencerai donc par celui qui a fait la une donc, de plusieurs semaines, notre frère Roland Lévy-Nitou. Mon cher Roland, le combat que tu mènes, il n'est pas seulement à toi. Sache que nous sommes nombreux à livrer ce combat et tu as tout notre soutien. En tout cas, nous sommes tous derrière toi et les indignés du 242. Sincèrement, merci pour tout ce que tu fais. Vivement et chaleureusement notre support indéfectible pour tous les projets liés à l'ensemble de la libération de notre pays pris en otage par des personnes qui ne le méritent pas. Merci beaucoup mon cher Ludovic, mes salutations à toi aussi, le peuple, les membres de Cure t'attendent toujours. Donc voilà, notre cher frère Roland Lévy-Nitou, tu n'es pas seul dans ce combat, nous irons tous au front et si jamais il y a quoi que ce soit qui t'arrive, ben cela arrivera à nous tous et nous tous nous allons briller par notre présence pour voler à ton secours. Donc sache que c'est un combat national
Cela n'a rien à voir avec une quelconque personne ou un quelconque personnage, mais c'est un combat national qui doit interpeller toutes les bonnes consciences. Voilà pour cela. Il y a aussi notre maman Marie-Louise Abia qui n'a pas cessé de briller par ses interventions, par des messages qu'elle partage ça et là. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Marie-Louise, pour le travail que tu fais, la conscientisation, la mobilisation que tu fais, l'interpellation des problèmes qui minent notre pays. Il y a aussi, ma chère cadette Espérancia Chislopembet, qui est allée en France dernièrement représenter sa localité. Bravo pour le projet scolaire que tu as eu à développer en compagnie de ton frère Alain Makaya et puis les autres. En tout cas, merci, j'attends les résultats et j'ose espérer que le projet va continuer. Et tous ceux qui se battent contre l'oppression, Bobé Baka, Blaise Titembo, Marcus Kissa, Roland, je pense, oh mon Dieu, j'oublie toujours, mais c'est Roland Voinza, mon cher cadet. En tout cas, à tous ceux qui se battent dans la conformité, dans la légalité, en tout cas, mes sincères chapeaux. Il y a aussi, voyons, notre sœur Sadio Morel Conté Kimpavita et Donald l'Impérator, tous ceux qui se battent vraiment, sachez que nous sommes avec vous. Georges Goma ici au Canada, Sosten Samba, mon frère aux États-Unis du CRADIC, en tout cas tout le monde. Alors, tous vous êtes invités à prendre connaissance de ce projet qui, sans plus tarder, je m'en vais vous l'expliquer. Alors, la situation, Jean Lévy, merci d'être là, merci de te joindre à nous. La situation que nous connaissons aujourd'hui, cette situation en Afrique, plutôt en Libye, la Libye qui est un pays membre de l'Union africaine, nous dépasse tous. Nous ne pouvons pas comprendre que de nos jours, qu'il y ait encore de l'esclavage qui soit pratiqué nuitamment par des frères, d'autres frères d'Afrique. C'est vraiment incroyable. Mais c'est un fait. Alors, Alpha Blondy est passé, il a fait sa vidéo, il a dit ce qu'il fallait qu'il dise, il a demandé à ce que tout le monde, tous les Congolais d'ailleurs, que je reprends ses paroles, tous les Congolais, toutes les Congolaises, tout le monde, tous les Africains et d'autres Arabes se rendent dans des ambassades libyennes, partout où elles se trouvent, pour manifester contre cette pratique digne des personnes de caverne. Donc, il faut que chaque communauté s'organise pour que cette situation ne soit plus que mauvais souvenir. Et d'ailleurs, cela nous a donné l'idée que je vais vous présenter tout à l'heure. Leader Maximo, merci d'être là. Guy Mizingu, merci. Célestine Makaya, merci de te joindre à nous. Donc, cette situation est vraiment déplorable. Je ne peux pas comprendre qu'à notre ère, qu'il y ait encore l'esclavage qui se pratique dans certains pays. Mais qui sont les coupables et les responsables de cette situation, de toutes ces situations? Mais il y a des personnalités, des gens de mauvais augure, des gens comme M. Denis Sassou Nguesso, qui encouragent cette situation. Des gens comme des Kabila, hein, des gens comme au Togo, Fort Gnassingbé, au Gabon, au Bongo, aussi, comment est-ce qu'on l'appelle, Paul Biya. Des personnes, des gens qui ne méritent pas d'être au pouvoir. Parce que ce ne sont pas des panafricains, ce ne sont pas des gens qui ont l'amour de leur pays. Je répète, nous n'avons rien à voir avec leur personne en tant que telle, mais quand vous
êtes chef d'État, mais vous devez satisfaire à certaines obligations que définissent cette fonction. Et quand vous n'êtes pas capable de diriger un État, déposez tout simplement, rendez le pouvoir au peuple afin que ceux qui en sont capables puissent diriger le pays. Je n'arrive pas à comprendre, d'ailleurs, j'interpelle vous êtes encore là en fonction, même si vous êtes des présidents de fait, mais vous êtes encore là. Nous voulons voir des chefs d'État se lever et dire à la Libye de corriger cette situation, de traquer tous ceux qui font l'esclavage. Et d'ailleurs, vous savez ce que ça cause l'esclavage? Dernièrement, nous avons vu une capsule vidéo où une jeune Africaine était pondue par des personnes d'origine arabe. Pondue. Vous savez ce que ça coûte de perdre un enfant? Mais quand vous êtes en fonction chef de l'État, vous devez vous préoccuper de la situation de tous les membres, les ressortissants de votre pays, afin que ceux-ci ne puissent pas subir de tels sévices, de quelle humiliation. Alors, vous, chef d'État, levez-vous, convoquez l'Union africaine. Je me demande même c'est quoi le rôle de l'Union africaine, très sincèrement. En tout cas, j'ai lu que le gouvernement libyen devrait ouvrir une enquête sur ces atrocités. Nous disons déjà merci, mais ce n'est pas suffisant parce que s'ils ont pu faire cela, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont voulu le faire, c'est qu'il y a eu complicité quelque part. Il y a sûrement des membres de ce même gouvernement qui ont favorisé cette transaction inhumaine. C'est pourquoi, mais bien avant, nos dirigeants doivent comprendre que c'est parce que certains ont truqué des élections, ils ont voulu se maintenir par la force, que d'autres ont fait fi de la Constitution qui les obligeait de quitter le pouvoir, et d'autres moyens encore, que sais-je, c'est ce qui a causé le départ de tous ces gens, de toutes ces personnes vers un espoir, un certain espoir dans d'autres cieux. C'est parce que vous êtes mauvais, vous, les dirigeants africains, parce que vous êtes vraiment mauvais, de mauvais cœur que vous êtes, que tous ces braves Africains ont décidé de braver le désert, le Sahara et les mers pour se rendre outre-Atlantique. Parce que vos politiques pour vos propres peuples sont mauvaises. Certains ont promis l'autosuffisance alimentaire, ça n'arrive jamais. D'autres ont promis l'émergence d'ici à je ne sais quelle année, ça n'arrive jamais. On voit les inondations par-ci, par-là. Mais comment voulez-vous que ces peuples-là continuent à vivre dans des pays où il est supposé avoir de l'eau et de l'électricité? Non, ils ont la boue, les inondations, coupure d'électricité, délestage. On les frappe quand ils veulent dire quelque chose de sensé. Comment voulez-vous que ces gens-là vivent dans ces pays? Dirigeants africains, combien même vous n'êtes plus légitimes, mais par la force vous vous maintenez au pouvoir, alors faites au moins semblant de réagir en faveur de ce peuple qui vit de toutes les souffrances déjà que vous leur donnez et qui doivent l'endurer aussi dans d'autres cieux. Ça, c'est inadmissible. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait encore ce genre de personnes qui existent sur Terre, qui pratiquent l'esclavage, et les faux dirigeants qui sont au pouvoir chez nous, ces voyous, ces bandits, qui ne font absolument rien pour les leurs, pour leurs ressortissants. Alors nous avons réfléchi, nous avons pensé au projet Kimpavita. Le projet Kimpavita s'adresse à tout le monde. Le projet Kimpavita s'adresse à toute la diaspora panafricaine. Tous ceux qui, un temps soit peu, ont à cœur de voir son pays devenir un pays développé. Il faut absolument que nous ayons mis en commun le projet panafricain, cette mission panafricaine
que nous avons baptisé Kimpa Vita. En quoi consiste ce projet? Ce projet va être libellé en 3 étapes, dont voici la première partie. Si vous avez des questions, je les prendrai un petit peu plus tard, alors je vous explique le projet. Le projet consiste, vous qui avez, je vois qu'il y a ma petite sœur Elia, qui est connectée, journaliste, grande journaliste ici au Canada, à Montréal. Vous qui avez de la notoriété, vous qui avez la facilité de transmettre l'information, transmettez, rejoignez tous les Africains. Nous devons tous prendre conscience de la menace qui est en train de gangréner nos pays respectifs. Alors, en quoi, en profondeur, consiste ce projet? Oui, merci. Donc, nous devons comprendre que le monde, en fait, ce projet n'est pas parti simplement de moi. J'ai eu l'idée, d'accord, mais c'est un projet vieux comme le monde. Vous voyez-vous les Juifs? Les Juifs ont pénétré le monde alors que eux aussi, comme nous, ils ont subi l'Holocauste, mais nous avons subi l'esclavage et nous continuons à subir l'esclavage. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout le monde, les leurs, dans des positions où les enfants fréquentaient les écoles, les mêmes écoles que d'autres, que les enfants de dirigeants et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils se sont mariés avec les personnalités, les enfants des personnalités qui dirigent ce monde. Et aujourd'hui, on dit que ce sont les Juifs qui dirigent le monde. Mes sœurs et frères, je vous dis de faire la même chose. La première phase de ce projet consiste à interpeller le sens des responsabilités de la diaspora. Parce que le tout partira de la diaspora. Nous qui avons la possibilité, nous qui avons eu la chance d'être ici en Occident, en Amérique, en France, en Belgique, en Ukraine, en Autriche, partout où nous sommes, en Afrique du Sud, nous avons la possibilité de renverser la vapeur, c'est-à-dire changer le monde. Donnons-nous des délais. Dans 10 ans, le monde peut changer. Dans 20 ans, dans 30 ans, le monde peut changer. Mais c'est à nous de le changer. Nous avons déjà des problèmes dans nos pays respectifs avec nos dirigeants mafieux qui noient dans les Panama Papers, qui, pour eux, quand un hôpital général ferme, ce n'est pas un souci. Mais nous ne pouvons plus vivre cela. Nous savons que notre génération a déjà été sacrifiée. Elle est sacrifiée, mais nous devons préparer l'avenir de ceux qui vont nous remplacer. Alors, pour préparer cet avenir, j'interpelle surtout les femmes, vous qui mettez au monde, vous qui éduquiez nos enfants. J'interpelle toutes les femmes de mettre ce projet à exécution. Vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec moi pour savoir quoi faire. Non. Il faudrait que vos enfants, arrangez-vous pour que vos enfants fassent de bonnes études. Arrangez-vous pour que vos enfants aillent dans les écoles les plus importantes du pays. Arrangez-vous pour que les fréquentations de vos enfants ne soient pas seulement, par exemple en France, les Arabes qui ont un certain langage de français, je nique ta mère, je fais ci, je fais ça. Non, non, on n'en veut pas. On veut des enfants, non pas les enfants qu'on appelle des wesh, on veut des enfants intégrés, des enfants qui vont aller dans des écoles où, par exemple, l'enfant de Macron, il va dans des écoles et nous pouvons faire cela. Il faudrait que les filles aillent, les enfants-filles, aillent dans les mêmes écoles que les enfants de ces dirigeants en France, en Allemagne, en Amérique, partout, qu'ils fréquentent les mêmes écoles. Au besoin que les filles séduisent les enfants de ces dignitaires avec la mission, un jour,
de diriger ce monde. Les Juifs, c'est ce qu'ils ont fait. Les Rwandais, c'est ce qu'ils ont fait, les Tutsis, en RDC. Et aujourd'hui, ils veulent le faire en Afrique centrale. Ça a commencé en RDC, maintenant c'est au Congo, à Brazzaville. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le projet est simple. Chaque famille doit avoir une mission. Vous devez vous imprégner cette mission. Cette mission, c'est tout simple. Moi, je vous le dis, j'ai déjà commencé. Je l'ai compris un peu tard, mais j'ai déjà commencé. Un de mes enfants est à l'armée canadienne avec une mission, un objectif. Alors, les autres enfants, mes filles, vont atteindre aussi ces objectifs. Je vous invite à faire la même chose. Arrangez-vous. Si vous n'en avez pas les moyens, nous trouverons les moyens. Nous devons être un bloc, nous devons être unis. Un fonds sera mis sur pied pour aider chaque famille qui présenterait un projet d'inscrire un enfant à la Sorbonne ou au MIT aux États-Unis. On s'arrangera pour que tous ces enfants réussissent et deviennent l'incarnation d'un avenir certain pour nos pays africains. La population blanche est vieillissante. Mais nous, la population congolaise, la population quinoise, la population camerounaise, nous sommes une jeune population. Mais attention, notre jeunesse, si nous ne la contrôlons pas, elle deviendra un souci pour demain. Parce que on ne saura pas, on n'aura pas su les placer, on n'aura pas su les former, on n'aura pas su leur donner la chance de réussir. Ils peuvent devenir un danger permanent pour nous. Alors j'interpelle votre logique, votre conscience, surtout les mamans, vous qui éduquez nos enfants. Faites en sorte que nos enfants aillent dans des bonnes écoles. Nous ne voulons pas avoir des enfants qui auront des problèmes avec la justice. Non. Certains doivent devenir des avocats, de grands avocats. D'autres doivent devenir des vrais soldats, des officiers. D'autres encore doivent devenir de bons intellectuels. Ils doivent fréquenter les milieux des personnes, même ceux qui font la SAP ou ceux qui... même si vous n'avez pas de moyens. Vous avez choisi de faire la SAP, c'est bien. Mais vos enfants doivent étudier. Vos enfants doivent fréquenter les milieux décisionnels. C'est comme ça que nous allons changer la dynamique de l'Afrique. Si nous en avons dans 10 ans, si nous en avons 2 ou 3 qui ont émergé, c'est déjà ça. Et ainsi de suite. Donc, prenez conscience que, d'ailleurs, je vais vous rappeler l'histoire, le colon. Nous étions d'abord, vous savez, nous étions d'abord le premier monde. Nous sommes le premier monde sur Terre. L'homme blanc a compris cela et il est venu en Afrique voler notre savoir, voler nos cultures, nous dépouiller de nos dieux. Et ils nous ont donné quoi en échange? La Bible. Et ils nous ont dit, quand on te tape sur la joue droite, ben donne la joue gauche. Voilà, nous sommes tellement bons dans le cœur, nous avons pris cela et nous leur avons donné nos terres. La Bible, je n'ai rien contre elle, elle est même bienvenue. Mais je pense que nous avons fait un échange qui nous coûte aujourd'hui nos vies. Parce que si nous avions compris dès le départ, à l'époque de Shaka Zulu, on ne serait pas là aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler de ce projet. Mais bref, il n'est pas trop tard, c'est juste pour dire que l'homme blanc sait quelle est la puissance de l'homme noir. Nous sommes très forts, très combatifs, nous sommes plus forts qu'eux, plus intelligents. D'ailleurs, toutes les technologies aujourd'hui, les feux de signalisation, rouge, vert, machin là, c'est d'une fabrication noire. Le fer à repasser, fabrication noire. Tout ce qui fait tourner nos ordinateurs, nos téléphones portables, c'est des technologies noires.
les mathématiques africaines, ce sont elles qui font tourner nos ordinateurs. Le binaire 1001, c'est africain. La première librairie, c'était celle d'Alexandrie, c'est africain en Éthiopie. Le premier bateau qui a servi de don d'un éléphant à l'empereur de Chine est parti de l'Éthiopie à Haïlé Sélassié dans les années 1700 ou 1800. Sans navigation, rien que par les étoiles. Donc, il y en a tellement que je peux vous citer. Christophe Colomb n'a jamais découvert les Amériques. C'est un Ghanéen. C'était son terrain de chasse. Il y allait à pied. Vous vous rendez compte? À pied. Quand je vous dis à pied, c'est-à-dire avec les bateaux, il naviguait et tout, mais il y allait. Et c'est lui qui a montré à notre fameux découverte, Christophe Colomb, soi-disant que c'est lui qui a découvert. Enfin bref. Je ne suis pas là donc pour vous rappeler cela. Je dis tout simplement, prenez conscience. Prenez conscience que le projet doit commencer comme cela. Chaque famille doit avoir un idéal. Cet idéal, c'est voir au moins un de ses enfants atteindre les objectifs fixés. C'est-à-dire, soit il est marié avec le fils de Hillary Clinton ou d'Obama ou la fille d'Obama ou je ne sais qui, mais il faut qu'il soit dans la sphère des décisions. Il faut qu'il ait réussi aux études de façon brillante. Il faut qu'il soit dans l'armée française, dans l'armée américaine, et qu'il ne soit pas seulement celui qu'on envoie abattre les autres, non, qu'il soit celui qui prend les décisions. On veut avoir des capitaines, des généraux, des lieutenants-colonels, on veut avoir des colonels dans l'armée américaine, dans l'armée française, jusqu'à ce qu'ils deviennent un jour des généraux. Et en France, je veux aussi voir qu'il y ait des ministres noirs, des premiers ministres, et pourquoi pas le président de la République. Alors tout cela, ça se prépare. Ça se prépare. Maintenant, ça se prépare. On aurait dû le faire depuis hier. Mais non, on se donne à la sape, on va dépenser des millions, beaucoup d'argent à acheter des habits. C'est pas mauvais. Mais je dis, réfléchissez, n'ayez pas le sable à la place du cerveau. Réfléchissez. Mettez cela au profit de nos enfants afin que ceux-ci aillent dans de bonnes écoles. Alors la phase 1 de ce projet, c'est la conscientisation. J'en interpelle plus d'un, plus d'une, surtout vous les mamans. Réfléchissez-y, pensez-y. Ce n'est que comme ça que nous allons montrer le chemin à nos enfants et ils vont trouver la destination. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de nos jours, qu'il y ait encore de l'esclavage dans certains pays. De l'esclavage pratiqué. Alors la phase 1, c'est la conscientisation. Donc le projet est lancé, l'initiative est lancée. Tous ceux qui voudront faire partie de ce projet vont être contactés. Envoyez-moi un message. Nous allons trouver des façons de faire pour que, d'ailleurs en juin, il est fort possible que je sois à Paris autour d'une conférence de presse à ce sujet. Vous serez tous invités, nous allons mettre ce projet. Donc la première phase sera être constituée dans les 6 prochains mois. Ensuite, nous allons passer à la phase 2, la mise en place, l'exécution. Création d'un fonds commun public africain qui va permettre à ce que chaque enfant, chaque famille qui aurait des enfants à envoyer aux études, aux bonnes études, que une bourse lui soit délivrée et qu'il suive les études de façon efficiente. Et la phase 3 sera tout simplement l'apogée, la mise en exécution donc de ce projet partout sur toute l'étendue du territoire mondial. Mes chers amis, je tenais à vous délivrer ce projet, relayez-le, parlez-en autour de vous, discutez avec les vôtres, donnez l'information, ne la gardez pas pour vous, diffusez-la. Et après, nous allons pouvoir nous parler encore et une fois de vraies choses. Je vous prie de recevoir mes sincères salutations et excellent week-end pour... en tout cas, excellent week-end et que le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous garde.
Si vous avez des questions, en tout cas, je préférerais que ce soit inbox, étant donné que c'est un direct. Je serai très ravi de vous répondre. Alors, prochain rendez-vous, ce sera probablement le week-end prochain pour la partie 2 de ce projet. Entre-temps, prenons contact, diffusons l'information et passez l'information surtout à nos dirigeants qui ne méritent pas d'être là, mais qu'ils fassent leur travail. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Merci pour votre confiance. Perrine, je sais que tu es dans l'informatique. La diffusion de cette nouvelle est très importante. Parle-en autour de toi, parle-en. Tu as des enfants, alors mets cela en pratique. Vous tous, vous toutes, mettez cela en pratique. Je sais que il me semble qu'il y a une information. Je te suggère pour un tel projet, après contact des personnes intéressées, initier une réunion. Oui, bien entendu, Espérancia, d'ailleurs, tu seras une des premières avec qui nous en discuterions. En Ukraine, nous avons Ludovic Bienvenu avec qui nous en parlerons parce que là-bas aussi, il faut mettre sur pied une telle initiative. Nous devons être partout. Nos enfants doivent être l'avenir de demain. Pas un certain avenir, mais un avenir certain. Mais pour cela, ça doit commencer right now. Merci, je vous laisse et à très bientôt.